RTI 1, la chaîne qui rassemble. Hey, ma tante, bonjour. Ah, ma fille, bonne arrivée. Attends-moi, j'arrive. Bonjour, ma fille. Comme tu es docteur là, vraiment, tu vas nous parler à faire de Ebola là. Est-ce que c'est vrai même? Maman, si c'est pour ça là, tu as raison. Appelle donc tes copines. Venez. Chers frères, chères soeurs, bonjour. La fièvre hémorragique Ebola, c'est une grande affaire à nos portes. C'est une maladie très contagieuse, j'ai dit dangereuse. Ah bon? Et qui tue rapidement celui ou celle qui est contaminée. Et surtout quand cette personne n'est pas prise en charge immédiatement. Mais pourquoi dans son nom là, il y a fièvre dedans? C'est parce que quand tu es contaminé là, ça commence par la fièvre. Et tenez-vous bien, hein, une forte fièvre qui est souvent brusque, qui donne de grosses gouttes de sueur. Mais madame, quand quelqu'un le coagule, il a aussi la fièvre. Très bien. C'est pour ça, avec l'arrivée de cette maladie-là, il faut se rendre immédiatement à l'hôpital pour faire des examens. Mais je ne vous dis pas, il y a aussi la fatigue, les maux de tête, les vomissements. Dès que vous voyez quelqu'un qui a un des signes que je viens de citer là, n'hésitez pas à appeler immédiatement le docteur. Et maintenant, vous devez changer de comportement et être très vigilant. Madame, on est mort? Vous n'êtes pas mort. Il suffit simplement de respecter ce que les autorités sanitaires vous disent. Même si pour le moment, il n'y a pas encore de cas d'Ebola chez nous en Côte d'Ivoire. Mais ne perdons pas de vue qu'autour de nous, il y a eu des cas. Beaucoup de malades et surtout de morts. On dit de ne pas chasser, de ne plus toucher, de ne pas manger la viande de bouche, agouti, biche, chauve-souris, hérisson. Même au village, on dit de ne pas manger. Madame, mais pourquoi? Ma soeur, et là, ça me donne l'occasion de vous dire ce qui se passe réellement. Hein. Le virus, ça vient chez l'animal. L'animal contamine l'homme au contact. Ça veut dire quand il l'a touché. Mais quand l'homme est infecté, il tombe malade, il contamine les autres. Comment il contamine les autres hommes? Crachat, là, c'est ça qui contamine. Sueur, ça contamine. Même quand il vomit, là, ça contamine aussi. Quand il saigne du nez aussi, ça contamine. Vous comprenez? C'est tellement grave que les autorités de la Côte d'Ivoire ont pris des mesures. C'est pour ne pas que la maladie se propage. Voici quelques mesures de prévention. Évitez la chasse, la manipulation et la consommation des animaux de brousse. Chauves-souris, singes, gorilles, agoutis, antilopes, porcs-épics, etc. Évitez tout contact rapproché avec toute personne qui présente une fièvre, des maux de tête, des saignements. Évitez tout contact direct avec les liquides biologiques d'une personne malade du virus Ebola. Le sang, les selles, les vomissements, la salive, etc. Évitez la manipulation des cadavres. Évitez de se serrer les mains et de faire des accolades. Se laver les mains fréquemment et soigneusement avec de l'eau et du savon. Répandre de l'eau de javel sur les selles et vomissements des personnes malades avant tout nettoyage. Le personnel de santé doit se protéger pour toute consultation et tout acte de soin. Quand vous allez trouver un cas suspect, rendez-vous dans l'hôpital le plus proche. Là-bas se trouve un personnel qui se protège et qui prend soin, qui examine votre malade. Donc pour toute information, je vous en prie, appelez le 143. Je reprends le 1, le 4, le 3, ça fait 143. Madame, excusez-moi, c'est payant? Non, c'est gratuit pour tout le monde. Mobilisons-nous pour 0 cas d'Ebola en Côte d'Ivoire et 0 contamination. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida et de ses partenaires. Madame, monsieur, bonjour. Merci à vous d'avoir choisi la RTI 1 et nous allons faire le maximum pour passer ce temps d'antenne de manière très agréable. Permettez-moi de vous dérouler le programme pour aujourd'hui. Nous allons commencer à parler cuisine. Elle s'appelle Madame Jocelyne Silué, c'est notre communicatrice passionnée de cuisine. Bonjour à vous. Bonjour Mariam, bonjour à tous. Nous parlons de truffes de chèvre à la figue séchée, oui. Également de verrine de chèvre à la verrine d'avocat oui. au surimi. Au surimi. Et puis de délicieuses verrines de tiramisu au spéculoos. Oui. Alors je vous en dis pas plus, elle va se charger de le faire elle-même. Par la suite, monsieur Jean-François Yomon, qui est notre consultant en développement personnel, nous parle de ce que l'on appelle l'histoire de la vie. Voilà, c'est la rubrique. Et vous savez que quand on prend des leçons de vie, cela nous sert dans le quotidien. La passion pour entreprendre. Alors, être passionné, entreprendre, c'est une philosophie de vie. Est-ce qu'il va réussir à vous communiquer cette passion? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous ignorez que vous l'avez?
toutes ces questions. Il va nous répondre tout à l'heure. Monsieur Patrice Bleué, par la suite, viendra. Il nous parle de langage usuel. C'est également un communicateur compétent, membre des Toastmasters. Apprendre à parler en public. Et lui, ça va être l'entretien d'embauche. C'est déjà la 3e étape. C'est la suite et la fin. Quels sont les réflexes à avoir pour séduire le recruteur? Et nous allons clore la série de nos différents consultants par la présence des femmes du monde agricole qui se battent au quotidien pour que nous ayons des prix accessibles en ce qui concerne les fruits et légumes ici en Côte d'Ivoire. Voilà pour le programme de cette émission. Alors, notre passionné de cuisine, vous nous emmenez où aujourd'hui? Alors, non, aujourd'hui, ça sera plusieurs itinéraires en même temps. D'accord. Oui, parce que c'est une bonne combinaison de beaucoup d'aliments ça va vous plaire en tout cas. Ça va vous plaire. On vous écoute. Très bien. Alors, pour commencer, nous allons attaquer directement les truffes de chèvre à la figue sèche. Déjà, ce n'est pas un dessert, parce que quand on entend figue, on s'attend à quelque chose de très sucré, tout et tout. Non. La figue, à ce niveau-là, quand elle est séchée, c'est vrai, le taux de sucre est un peu élevé, mais accompagné de fromage de chèvre, c'est un bon apéritif en tout cas. Une belle entrée, une très très belle entrée. Vous voyez, il y a un lit de biscottes. Vous pouvez utiliser du pain ordinaire, mais pour le raffinement, tout ça, utiliser des biscottes déjà bien toastées. Vous ajoutez vos truffes là-dessus, comme ça. Alors, la truffe, qu'est-ce que c'est? Alors, la truffe, c'est une entrée très simple à faire. Hein. Vous pouvez utiliser le fromage, vous pouvez utiliser le fromage de chèvre, le fromage de vache, peu importe. Et vous composez cette truffe-là en déjà découpant vos figues sèches. Lorsque vous découpez vos figues sèches, juste à côté, vous réservez et vous préparez votre fromage de chèvre, vous détaillez cela avec une cuillère ou une fourchette. Vous voyez, lorsque cela est très, très, très bien aplati, vous assaisonnez de poivre et de sel. D'accord? Et dans le creux de la main bien lavée, vous mettez la pâte obtenue à partir du fromage de chèvre. Hein, vous mettez ça et vous formez des toutes petites boules. Des toutes petites boules. Et au milieu, vous insérez les morceaux de figues séchées. Et lorsque la boule est bien confectionnée, déjà vos figues séchées déjà découpées, vous roulez la boule là-dessus. C'est pour ça que vous avez ce résultat. Les figues sont collées là-dessus. Il y en a à l'intérieur, il y en a par-dessus. Franchement, comme truffe, il n'y a pas mieux ce matin. Il n'y a pas mieux. Oui, mais vous n'avez toujours pas dit ce que c'était que la truffe. C'est quoi? C'est un légume. Ça ressemble un peu à du chocolat. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Alors, naturellement, la truffe, ça peut être qualifié de champignon. On la trouve dans la forêt, surtout en Europe, d'accord, au pied des arbres ou vraiment dans la forêt. C'est vraiment à quelques mètres sous terre, on creuse et on trouve des truffes. C'est tout rond comme ça, c'est tout rond, c'est très bon, très succulent. On l'accompagne avec des gibiers, tout ça. Mais maintenant, les pâtissiers, les cuisiniers, voyant l'image de cette truffe-là, ont essayé de reproduire ça avec plusieurs composantes. Voilà. C'est ce que j'ai essayé de faire ce matin. Très bien. Et ça, on le prend en entrée? En entrée, en apéritif surtout. D'accord. Voilà, partager avec des amis et la famille, ça va les surprendre. Très bien. Et par la suite? Alors, par la suite, nous avons la fameuse verrine d'avocat au surimi. Alors, déjà remarqué ce matin, hein, on part déjà d'une première entrée à une deuxième entrée. Donc, là, nous avons dans cette verrine-là de l'avocat, comme son nom le dit, hein, de l'avocat, de la tomate, de thon à la tomate. Et par-dessus, nous avons du surimi râpé. Et en décoration, nous avons du surimi en bâtonnet. Et surimi, qu'est-ce que c'est? Oui, le surimi, c'est une préparation déjà à l'origine japonaise, hein, voilà, mais particulièrement, ça vient vraiment de l'Alaska.
Parce que je ne sais pas un peu trop comment expliquer ça. Voilà, je sais que les Japonais sont des vrais pêcheurs, surtout les femmes. Hein. Surtout les femmes, à l'origine, c'était les femmes qui allaient à la pêche et qui, avec ce qu'elles avaient, arrivaient à préparer ces surimi-là. Déjà, même dès qu'elles arrivaient sur le port de pêche, elles préparaient ça, elles faisaient vraiment un mélange de tous les poissons qu'elles avaient reçus, voilà, réussi à avoir, pardon, et elles arrivaient à faire ces surimi-là. Toute la couleur orangée que vous voyez, ne vous étonnez pas, ce n'est pas des produits chimiques, hein, c'est du paprika. Le fameux paprika qu'on connaît, c'est une belle épice hein, qui s'accorde vraiment avec le poisson. Déjà, on est dans la même série des fruits de mer. Hein. La semaine dernière, nous avons vu la pieuvre. Vraiment, je vous remercie pour tous vos appels. Et aujourd'hui, nous voyons le surimi. Vraiment. Donc, c'est un fruit de mer. Un fruit de mer, particulièrement le colin d'Alaska. C'est un poisson. C'est un poisson vraiment qui migre un peu partout dans toutes les mers, franchement. Et vraiment, ce poisson, il est doux, il est vraiment subtil. Et la particularité, en fait, parce que je le sais un peu, en oui, fait, c'est de le manger cru. C'est de le manger cru, en fait. Effectivement. Parce qu'en Alaska ou en Scandinavie, la culture est mise sur le poisson cru, qui très est cuit au citron. Oui. Donc, en fait, c'est un peu la spécificité, mais c'est excessivement bon. Oui. Merci, Mariam. Non, Mariam, chapeau. Bravo. Mais on essaye, hein, on essaye. Vraiment. Alors, voilà, c'est une idée d'entrée, pardon, pas de dessert, d'entrée. Vous avez ça, une toute petite verrine comme ça, je crois que ça va ravir votre famille, vos amis, vos invités surtout. C'est une surprise et ça va maintenant, vous faire et pour plaisir. l'assaisonnement, c'est déjà assaisonné ou bien on rajoute quelque chose? Pour la vinaigrette ou comment vous voyez ça? Non, aujourd'hui, il n'y a pas de vinaigrette. Par contre, pour ceux qui veulent faire un contraste sucré-salé, ils peuvent utiliser le ketchup. Mais bon, pour des raisons de gras et autres, je n'ai pas voulu mettre ça sur le plateau. Mais là, déjà, l'avocat est déjà bien assaisonné. Bien assaisonné. D'accord. Vous écrasez un avocat entier avec une fourchette dans une assiette, bien entendu. Et pour ne pas que l'avocat noircisse, vous ajoutez automatiquement du jus de citron. Vous mettez du sel et du poivre. Et voilà, vous remuez tout simplement. Et vous commencez déjà la superposition dans la verrine. C'est très simple à faire. Astuce du matin, avant de composer vos verrines, vous prenez votre verrine, bien entendu, bien lavée, bien nettoyée, et vous prenez un éclat d'ail que vous écrasez, comme ça, avec la main, ou voilà, vous écrasez tout simplement, et vous badigeonnez, vous prenez cet éclat d'ail, vous frottez toutes les parois de la verrine. Ça va donner une bonne odeur. Très bonne odeur. Déjà, quand on voit la verrine, on a envie de manger. C'est l'ail qui va donner très appétissant. Voilà. Alors, et la délicieuse verrine de tiramisu au spéculoos. Alors, moi, ce que j'aime bien chez vous, c'est cette recherche constante de l'inhabituel. Oui, hein, surtout ça. Et vous avez bien raison, on est d'accord. Merci on est d'accord. Beaucoup de recherches. Oui, je le fais surtout pour les téléspectateurs et pour inciter les Ivoiriens à changer un peu. Changeons. La première recette que je vous ai présentée, on était en Tunisie. La deuxième recette, on était au Japon et à l'Alaska. OK? Et la troisième recette, c'est un dessert qu'on connaît tous, le tiramisu. Alors, c'est un dessert italien. Mais aujourd'hui, particulièrement, je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait comme, pas comme ce que vous connaissez. Non. Je l'ai fait avec des spéculoos pour changer un peu. Au lieu des biscuits à la cuillère ou des boudoirs, voilà, j'ai utilisé les spéculoos. Ça donne un autre goût. Et qu'est-ce que c'est, les spéculoos? Alors, les spéculoos, c'est un biscuit. En Allemagne, aux Pays-Bas, qui se consomme vraiment beaucoup. Surtout avant la fête de la Saint-Nicolas. Voilà. C'est des petites gâteries là qu'on donne aux enfants. C'est très bon. Et les grands aussi, voilà, se sont mis dans la danse. C'est très bon. C'est composé essentiellement d'épices. Vous avez la cannelle, le gingembre, le poivre. Et vous pouvez utiliser ces biscuits-là avec le thé, le café, mais surtout avec le tiramisu. Alors, ça change. Le tiramisu, comment on le fait? Le tiramisu, il se fait, je vais vous citer les ingrédients si vous permettez, 100 g de sucre roux, un sachet de sucre vanillé, 250 g de mascarpone, 12 spéculoos, un demi-litre de café noir non sucré, 30 g de poudre de cacao, 3 œufs,
de l'amaretto ou du marsala. Et voilà, donc c'est les ingrédients dont vous avez besoin. Très simple à faire. D'accord. Alors vous préparez le mascarpone. On est à la fin malheureusement. Ah, oh là 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 là. Oh, c'est tellement passionnant. Pardon, téléspectateurs. Maria, pardon. Merci, merci beaucoup. Donc déjà, voilà. Je vais vous donner mon contact. Vous pouvez m'appeler. Je vais vous donner toutes les astuces pour pouvoir réaliser ce beau tiramisu. Voilà. D'accord. Téléphone. 02 74 61 84 02 74 61 84. Merci beaucoup. Alors, et les personnes qui appellent chérie, ça va? Ah non, ça va. Ça va maintenant? Non, ça va. Franchement, non, ça va. Mariam, merci. Merci beaucoup pour l'appel qui a été lancé. Merci. Mais c'est parfait en tout cas. Merci encore. Merci pour tous ces efforts-là. Merci félicitations. beaucoup. Merci Mariam. On se retrouve avec plaisir dans quelques jours. Merci Mariam. Merci beaucoup. Merci encore, Jocelyne Silué. Il est 7h, c'est le temps d'une courte pause publicitaire et on se retrouve juste après avec M. Jean-François Yoman. Le ministère Message de Vie organise 3 jours de restauration et de miracles et un grand concert de célébration avec le pasteur Mohamed Sanogo au Beauville les 23, 24 et 25 septembre à la place Henri Colombetier. Viens expérimenter la puissance du nom de Jésus. Tour 931, l'honneur de gagner la Côte d'Ivoire à Christ. Sous le haut patronage du ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, M. Moussa Dosso, sous le parrainage de l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria en Côte d'Ivoire, la cellule genre du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle organise la journée promotionnelle du genre. Mercredi 23 septembre 2015 à partir de 9h à la maison de l'entreprise de la CGC à Abidjan Plateau. Thème: femmes et secteur industriel en Côte d'Ivoire, enjeux et défis. Vivre au Canada, oui c'est possible. AC Canada, une firme spécialisée en immigration francophone pour le Canada depuis 19 ans, présente dans 14 pays, ayant contribué à l'émission de plus de 35 000 visas, vous accompagne jusqu'à l'obtention de votre visa de résidence permanente au Canada. Un service d'équivalence de vos diplômes pour faciliter votre insertion professionnelle et un service pour vous accueillir et vous assister pendant les 3 premiers mois de votre arrivée au Canada. Avec AC Canada, l'immigration ça marche et c'est prouvé. Cette semaine dans votre salle de cinéma, The Man from U.N.C.L.E. Très joli. Le transporteur, l'héritage. L'œil du cyclone. Je ne peux pas vous aider si vous ne me parlez pas. Pourquoi vous battez-vous? C'est votre vieux président, la lui, il est contre nous. Vice versa. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui peut bien se passer dans la tête des autres? C'est la rentrée! Je suis trop contente! Retrouvez tous les horaires sur notre page Facebook. Hervé Koné, ingénieur agronome. Élise Kwaku, zootechnicienne, assistante vétérinaire. Niastapé, technicien agroalimentaire chargé du contrôle qualité. Nous avons tous fait le GESMA INPRAT. INPRAT, Institut privé d'agriculture tropicale. Leader de la formation privée agricole en Afrique de l'Ouest. De retour en studio, merci d'avoir choisi RTI 1 dans le cadre de notre émission, votre émission, Matin Bonheur. Il s'appelle M. Jean-François Yoman, il est formateur, il est également notre personne ressource, il est coach en développement personnel également. Et nous parlons dans le cadre de la rubrique École de la vie, de la passion pour entreprendre. Alors la passion réalise bien qu'il faut aimer ce que l'on fait. Mais il y a tout de suite une question qui vient à l'esprit. Des fois, on peut ne pas avoir le choix. Donc, la passion, c'est idéal. Mais entreprendre, des fois, c'est une question de survie. Oui, entreprendre, c'est une question de survie. Bonjour Mariam. Bonjour. Bonjour à nos chers téléspectateurs qui prennent plaisir à nous écouter. Nous pensons que entreprendre, déjà, c'est faire un choix.
lorsque je décide d'entreprendre, lorsque je décide donc de me mettre parfois à mon propre compte, j'ai quand même le choix du type justement d'entreprise que je compte réaliser. C'est derrière l'idée que j'ai un service à proposer. Est-ce que justement j'aime ce que je veux proposer aux autres? Est-ce que je suis mu par cette ambiance intérieure en moi qui fait que je vais avoir en moi cette force, ce moteur-là qui va me tirer véritablement comme un tracteur en avant? La réalité, c'est que parfois, lorsque nous voulons nous lancer dans l'entrepreneuriat, lorsque nous voulons nous lancer dans une activité, nous ne prenons pas souvent le temps de nous poser des bonnes questions. Aujourd'hui, le constat en Abidjan est celui-là. Dès que Mariem fait de la pâtisserie, quelque part que ça marche, alors il y a une trentaine de personnes comme un système de clonage qui vont se mettre aussi à faire de la pâtisserie. Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce que j'aime le métier de la pâtisserie? Est-ce que je me sens vraiment dans mon élément quand je suis dans la pâtisserie, par exemple? Donc, c'est vraiment cet aspect des choses que nous sommes amenés à avoir ce matin. Parce que lorsque nous nous mettons, par exemple, à faire quelque chose qui ne nous passionne pas, lorsque nous nous mettons à faire une activité pour laquelle nous n'avons aucun plaisir, qui ne nous permet pas de tirer du plaisir, finalement, en fait, nous faisons du mal intérieurement. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que la bonne question n'est pas de se dire, Mariem Touré, elle est animatrice, présentatrice télé, elle vend des gâteaux et ça marche. Donc, je devrais faire comme elle parce que j'ai besoin de trouver une activité lucrative. Alors, ma question, si je n'étais pas Mariem Touré, n'aurait pas été de me poser est-ce que ça me plaît. Je me serais demandé comment est-ce qu'elle a fait pour réussir. Elle gagne de l'argent, je veux en gagner aussi. Mais pas est-ce que ça me plaît. Je dis en général, Mariem, il ne faut jamais faire de la fin d'une personne votre commencement. Parce que pour qu'une personne arrive là où elle est en ce moment, pour qu'une personne ait les résultats qu'elle a en ce moment, il y a eu un parcours. Or, malheureusement, le problème de nos jours et de plus en plus, c'est que les gens ignorent la nécessité du parcours. Les gens ignorent la nécessité du processus qui mène à quelque chose. Beaucoup sont dans l'événement, c'est-à-dire spontanément, on se dit, parce que Mariem le fait et que ça marche, alors je le ferai et ça marchera. Mais entre l'idée de l'entreprise, la réalisation de cette entreprise, il y a un parcours. Il y a toute une série de choses qui peuvent se produire. Et les choses ne marchent pas d'emblée comme ça. Il y a parfois le temps aussi pour que justement je sois connu, pour que la prestation, le service prenne, etc. Il y a un temps. Dans ce temps-là, vous avez besoin justement d'aimer ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est que l'amour que vous avez pour ce que vous êtes en train de faire, la passion qui vous anime, qui vous permettra vraiment de tenir. Je disais il y a quelques semaines à mon ami Gilles Touré, je lui disais, le travail vous hisse haut, mais c'est la passion qui vous maintient. Parce que vous pouvez faire un travail, ok, mais si vous n'êtes pas passionné, quand viennent les moments, ce qu'on appelle de vaches maigres, qu'est-ce que vous faites en général? Vous avez tendance à replier et parfois à vouloir changer d'activité. Or, la vérité, c'est quoi? C'est que ce n'est pas parce que ça ne marche pas pour l'instant que ça ne marchera pas. Mais qu'est-ce qui vous permet d'attendre? Qu'est-ce qui vous permet d'attendre jusqu'à ce que ce bon moment arrive? Qu'est-ce qui vous permet d'attendre jusqu'à ce que vous soyez comme Mariem a été? L'une des premières étapes dans la passion, c'est vraiment de pouvoir étudier, approcher les personnes à succès, les personnes qui ont réussi dans leur domaine. Comment je peux me passionner pour le journalisme, par exemple? Je disais, il y a une certaine période, une certaine époque où le journal, comme on l'appelait, le journal parlé, n'intéressait pas grand monde. C'était vraiment cette partie-là des programmes de la RTI qui n'étaient pas vraiment suivis. Jusqu'à ce qu'apparaisse un jour un certain monsieur Lévi Nyamke, qui a révolutionné, qui a changé la vision de la présentation donc d'un journal télévisé. Et je pense que de là est parti plusieurs vocations. Donc il y a un aspect, deuxième aspect important dans la passion, c'est que lorsque vous êtes passionné de ce que vous êtes en train de faire, vous enfantez aussi des passionnés. Vous amenez des personnes justement à voir l'intérêt de ce que vous faites et à s'y intéresser également. Alors je donne l'exemple d'une femme qui ne faisait pas grand-chose, qui se contentait d'être la femme de M. Ouattara et qui malheureusement a perdu M. Ouattara et qui lui a fait 7 enfants. Et du jour au lendemain,
avec la famille de M. Ouattara qui estime que les biens de M. Ouattara reviennent également à la famille, il n'est pas tombé du ciel, et qui du jour au lendemain se retrouve avec 7 enfants à charge, sans source de revenus particulière, et qui du jour au lendemain se dit, j'ai pas le choix, il faut que je retrousse les manches et que je m'y mette. Qu'est-ce que je peux faire avec l'argent dont je dispose? Je dispose de 2 millions, quel commerce je peux créer? Et elle se met à se battre tous les jours, et puis à créer des activités qui lui génèrent de l'argent, mais ce n'est pas une passionnée, c'est une réaliste qui veut aider ses enfants à réussir dans la vie. Déjà, il faut faire vraiment la différence entre faire une activité génératrice de revenus dans laquelle on n'est pas obligé d'être forcément un passionné parce qu'on cherche à se faire de l'argent. Et puis, arriver à un stade de votre vie, vous réalisez que vous pouvez donc essayer de le faire. De faire ainsi, mais que les choses ne se présentent pas toujours comme elles devraient se présenter. Je prends l'exemple de cette dame. Le truc ici, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'elle comprenne que lorsqu'elle va avoir ces 2 millions, il faut qu'elle puisse flairer la bonne affaire. Et ça, c'est très important. Quel est donc le type d'activité, le type de métier qui vous permettra justement, au-delà de l'aspect pécunier, au-delà donc de nourrir vos enfants, il faut que vous puissiez vous retrouver quand même dans quelque chose qui vous donne des raisons de vous lever le matin. Et c'est pour ça que c'est important qu'à un moment donné, vous puissiez vous rendre compte que vous devez apprendre aussi à vivre pour vous. C'est vrai, vous avez des enfants, c'est vrai, vous avez des responsabilités, c'est vrai, vous avez des charges, mais écoutez, madame, il y a un moment dans votre vie où il va falloir que vous puissiez vous intéresser à vous-même. Parce que finalement, lorsque vous allez vous mettre, vous allez vous tuer à faire quelque chose qui vous rébute, et justement parce que vous voulez en tirer un bénéfice qui est pécunier, mais votre santé en pâtit. Effectivement, les études montrent aujourd'hui, lorsque nous faisons des approches, que la plupart des personnes qui souffrent, par exemple, de douleurs lombaires, douleurs dans le dos, dans le bas du dos, dans le coccyx, etc., sont des personnes, en fait, qui, de façon intérieure, supportent une charge qui est trop excessive. Mais les circonstances de la vie faisant, on est obligé parfois de faire avec. Mais il faut justement qu'il arrive... Les ulcères d'estomac aussi. Des ulcères d'estomac, exactement. Parce que justement on ne supporte pas, comme on dit, on n'avale pas bien la pilule, ça ne passe pas. Il faut vraiment de plus en plus, Mariem, et nous le pensons, que les personnes qui veulent s'engager dans un secteur d'activité, n'importe lequel, moi je me dis parfois, il y a des secteurs d'activité dans lesquels vous ne pouvez pas vous engager si vous n'êtes pas un passionné. Vous trouvez un médecin qui n'est pas passionné? Mais voyez comment déjà le malade il est reçu. Vous trouvez quoi? Un artiste qui n'est pas passionné? Quel type de musique il peut produire? Vous trouvez un journaliste qui n'est pas passionné? Qu'est-ce qu'il va vous communiquer en tant que tel? Et c'est important aujourd'hui que nous soyons cette génération-là, cette génération d'hommes et de femmes passionnés qui comprennent qu'au-delà vraiment de l'aspect pécunier, parce qu'il n'y a pas que l'aspect pécunier. Mariem, ça fait plaisir pour moi en tant que coach en développement personnel de savoir par exemple qu'une personne est venue me voir et que par mon truchement, par mon canal, la personne a un certain bien-être. La personne n'arrivait pas par exemple à parler en public, et après l'avoir coaché, la personne arrive à parler en public. Je me sens utile de cette façon. Et donc ça, c'est vraiment aussi un aspect qui est rattaché à l'entrepreneuriat. Quelle est la valeur ajoutée? Quand on parle de passion, des fois il y a des créneaux, il y a des secteurs saturés, où il y a des secteurs qui, en fonction du lieu d'habitation, ne sont pas valorisés. Par exemple, je vous prends l'exemple de quelqu'un qui aime jouer de l'accordéon, qui veut en faire sa passion. En Europe, ça peut donner quelque chose d'original, ou bien de la kora, par exemple. Mais ici, d'abord, ce n'est pas particulier de jouer de la kora. On en trouve des joueurs de kora, contrairement à l'Europe, par exemple. Et donc, c'est quelqu'un qui peut aller vers sa passion. Mais cette passion-là, déjà à la base, peut ne pas s'avérer lucrative. Ce que tu veux dire. Mais Mariem, moi, je fais le constat. Pour moi, personnellement, et pour toutes les personnes qui m'écoutent et qui vivent ce genre de situation, Mariem, quand vous faites quelque chose que vous aimez réellement, que ce soit aujourd'hui ou demain, on vous remarquera. On remarquera ce que vous êtes en train de faire. Ça va intéresser forcément quelqu'un. Vous savez, le temps, j'aime à le dire, c'est un autre temps, c'est un autre nom de Dieu. Lorsque vous faites ce que vous faites avec le cœur, et c'est ça le plus important. Parfois, les circonstances peuvent faire en sorte que ça ne décolle pas en tant que tel. Et je veux encourager quelqu'un à comprendre que ça peut ne pas décoller pour l'instant. Mais si vous faites les choses que vous faites avec le cœur, il arrivera un moment où on vous remarquera. Mais il ne faut pas que ce soit comme, je ne sais plus si c'est
Picasso, qui qui a toujours été d'ailleurs, ses œuvres le démontrent, mais qui malheureusement de son vivant n'a pas pu jouir de son talent. Exactement. Et qui son talent a explosé après sa mort. Il ne faut pas non plus rester dans l'expectative en se disant c'est ma passion, c'est ce que j'aime. Un jour ou l'autre, je serai reconnu et puis que la mort nous emporte. Oui, c'est vrai, c'est ce que je disais. Je disais que déjà, l'idéal serait que je fasse quelque chose qui m'emballe, qui m'emporte, qui me transporte et qui me fait vivre, quelque chose qui me fait vibrer, quelque chose qui fasse que le matin, quand je me réveille, j'ai une raison d'abandonner mon lit et de me rendre dans cet endroit. Ça, ce serait l'idéal. Mais en même temps, ce que je suis en train de dire dans la deuxième partie donc, de ce que nous sommes en train d'aborder, c'est qu'il faut prendre le temps de réfléchir à ce qui vous passionne. Est-ce que vous pouvez en faire votre métier ? Parce qu'il y a la dimension du métier qui, lui, donc, va générer une source substantielle de revenus et qui pourra vous permettre, justement, d'assurer votre pitance quotidienne, etc. Mais à la base, ce qui serait envisageable, et c'est pour ça que, d'ailleurs, en général, nous proposons le MBT, le test Myers-Briggs Test of Personality, qui va permettre, justement, à la base, à Mariem, de savoir la liste des métiers qu'elle peut entreprendre et dans lesquels elle peut pouvoir s'en sortir. Donc, je peux avoir une liste de métiers d'art, par exemple. Mais lequel des métiers d'art je peux choisir et qui pourra à la fois donc me passionner et me permettre aussi de pouvoir tirer des revenus substantiels. Il est clair qu'on est ici en Côte d'Ivoire, en Abidjan. Je ne vais pas m'amuser à aller faire quelque chose qui n'intéresse pas, qui n'accroche pas, qui n'est pas une valeur ajoutée. Si c'est votre passion, ce serait bien que vous puissiez la cultiver en tant que passion, mais qu'au fur et à mesure, vous puissiez justement transformer cette passion-là en métier et qu'à la longue, ça puisse devenir justement une source de revenus. Mais en attendant que ce soit une source de revenus, comme j'aime à le dire parfois, il faut penser justement à faire un métier qui peut vous permettre ensuite de déboucher sur votre passion. Alors, moi, je vous posais un cas concret. Oui. J'ai peut-être 2 millions comme capital et je me dis, c'est la chance de ma vie, il faudrait qu'avec cet argent, je puisse m'en sortir. On est d'accord. Parallèlement, j'ai la passion pour la maroquinerie. Et je me dis qu'avec ça, je peux m'acheter des machines, je peux louer un petit local et puis commencer moi-même avec quelqu'un à créer des sacs. Et puis j'irai sur les foires et les forums pour vendre mes sacs et puis un peu. Exactement. Et puis parallèlement, j'ai une amie qui est en train de réussir dans un domaine d'activité et puis qui me dit, avec cet argent, achète une bâchée. Et cette bâchée-là, tu vas voir, on va rentrer en plantation. Oh, j'ai horreur des plantations, j'ai horreur des bêtes. Et je n'aime pas la chaleur et j'ai peur d'aller en plantation. Elle me dit, avec cette bâchée, on rentre en plantation et tu vas voir qu'avec les agriculteurs, on pourra régulièrement faire sortir les produits des plantations et les mettre sur la route pour que le grand camion vienne les chercher. Et ça, ma chérie, tu auras au moins 25 000 francs par jour. Mais ça, c'est un business sûr. Je n'ai qu'un camion, il m'en faut un deuxième. Donc, rentre avec moi dans cette activité, tu ne regretteras pas. Qu'est-ce que je fais? C'est une passionnée qui vous parle. C'est une passionnée qui vous parle. Et donc, vous savez, il y a cet aspect aussi qui est rattaché à l'énergie que dégage votre passion et qui va attirer finalement vers vous un système de personnes, d'opportunités, etc. Ici, dans ce contexte précis, vous engagez dans une activité telle que celle-là. Mais je vous dis, tous ceux qui font cette activité, ça ne marche pas forcément pour ces personnes-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pouvoir établir à la base. Ce n'est pas parce qu'elle vous le dit que ça marchera. C'est parce que vous y croyez que ça marchera. Parce qu'il peut vraiment y avoir des personnes dans ce domaine-là qui ne s'en sortent pas. J'aime à dire, par exemple, qu'il n'y a aucun métier qui soit sûr au monde. Aucun. Mais il y a des personnes qui transforment et qui transcendent la nature d'un métier. Donc, si vous êtes vraiment fait pour la maroquinerie, on peut faire un petit coucou à M. Latif, qui a cru en son art, qui a cru justement qu'à partir donc de la tannerie, etc., il pouvait faire quelque chose. Au début, il y a eu... Quel est le pourcentage de personnes qui réussissent dans le domaine? Voilà, mais à la base, c'est ça. C'est ça l'élément fondateur. C'est de pouvoir y croire déjà. Et de vous dire que dans la vie, rien ne s'obtient facilement. Et dans mon coaching, comme
partout ailleurs. Moi, j'inculque cette culture-là, la culture du moindre effort, la culture du spectaculaire. Les gens pensent que par un coup de bâton magique comme ça, les millions apparaissent, etc. Mais il faut mériter ce que l'on reçoit. Il faut être fier de tirer vraiment le salaire qui vous revient par rapport aux efforts que vous êtes en train de faire. Et donc, si c'est vraiment la maroquinerie qui vous intéresse, mais allez-y dans la maroquinerie. Investissez-vous vraiment à corps et à sang dans ce que vous êtes en train de faire. Je vous assure que vous aurez à votre belle surprise des personnes qui vont s'intéresser à ce que vous êtes en train de faire, des personnes qui vont... Mais il y a des mamans, par exemple, au niveau du Burkina, qui font de la tannerie, mais qui est exportée en France, en Italie, etc. Mais ce sont de petites unités industrielles qui ont commencé difficilement, mais il y a le travail aussi de la persévérance et de la patience. Nous en parlerons peut-être à la prochaine émission. Mais si vous voulez entreprendre, il faut que vous compreniez qu'il y a un temps pour toute chose sous ce soleil-là. Et que chaque chose est une sémence. Vous savez, si vous sémez le maïs et que moi je sème, par exemple, l'EVA, on ne produira pas dans la même saison. Mais il est clair que quand mon EVA va entrer en production, ça ne sera rien du tout à côté des maïs que vous avez déjà vendus. Donc c'est important aussi, ce travail de patience et de persévérance. C'est pour ça que parfois aussi, en tant qu'entrepreneur, on a besoin aussi de notre entourage. On a besoin de la famille. On a besoin des amis pour nous soutenir. Et que nous puissions comprendre que de plus en plus, les métiers de passion sont en train de disparaître, Marième. Les métiers dans lesquels vraiment on est en train de faire vivre, on est en train de faire rêver. Ça n'existe plus, Marième. Aujourd'hui, on se lance dans un métier juste parce qu'il y a un salaire. Je dis aujourd'hui, les gens ne cherchent plus du travail. Les gens cherchent un salaire. Les gens rentrent dans la gendarmerie, ils entrent à la police, etc. Mais moi, j'adore ce monsieur-là qui est juste au niveau du plateau, non loin du ministère de la sécurité ou je sais pas quoi. Mais c'est un policier, Marième, qui vous fait la circulation. Mais vous le regardez en train de faire la circulation. Vous vous dites, demain, j'entre à l'école de police. Le monsieur, mais il te prend le sifflet. Il a une autre façon d'aborder, etc. Voici un homme passionné qui n'est pas venu par hasard dans ce métier et qui donne envie à quelqu'un d'autre justement et de comprendre que tout dans la vie ce n'est pas l'argent, parce que vous pouvez faire votre commerce, tout ce que vous voulez et avoir de l'argent, mais à quoi ça va vous servir finalement? À s'occuper de la famille. À s'occuper de la famille. Et à payer les factures, à ne pas être à la rue et puis à assurer un niveau de vie convenable aux enfants. Mais malheureusement, Marième, quand on a eu ce château de cartes, la famille, les enfants, etc. Et qu'on ne se sent pas au quotidien vivant. Parce que c'est ça la passion. La passion vous rend vivant. La passion vous donne une raison d'exister, une raison de vivre. Est-ce qu'il faut vivre sa passion et puis ne pas permettre, par exemple, ne pas avoir le sacrifice de soi et puis ne pas permettre, par exemple, aux enfants de... Bon, aujourd'hui, l'école est obligatoire, mais j'aurais pu dire ne pas leur permettre d'aller à l'école, mais ne pas leur permettre de s'épanouir en se disant, j'ai vécu comme j'ai senti, c'était important pour moi, c'était ma vie. Au lieu de se dire, il faut que je me sacrifie, c'est pas important ce que je pense. Ce qui est important, c'est comment je mène mes enfants à bon port. La vie est une planification. Et je le disais à l'émission précédente, il y a des sacrifices auxquels on consent par objectif. On se dit, par rapport aux objectifs que j'ai, je ne perds pas de vue ce que je veux atteindre comme objectif. Mais avant d'atteindre cet objectif, voilà un certain nombre de choses que je décide de faire. Comme ce jeune homme à qui je conseillais, qui voulait faire des études à 800 000 francs, je sais pas, et qui avait un salaire qui tournait autour de 60 ou 70 000. Je lui ai dit, si tu décides à partir d'aujourd'hui de faire un système d'épargne, dans un certain nombre de temps, tu arriveras à faire les études que tu as envie de faire. Mais pour l'instant, contente-toi d'être le commercial dans la société dans laquelle tu peux avoir ne serait-ce que un revenu. Et qu'à partir de ce revenu-là, tu puisses réaliser le rêve. L'important dans le rêve, l'important dans la passion, c'est que ça ne passe pas. Comme j'aime à le dire, la passion, ça ne passe pas, ça ne passera pas. Et vous pouvez vraiment finalement faire de cette passion-là un moteur qui va vous permettre justement d'entreprendre ça et là, pas de petites touches. Pas de petites touches qui vont vous permettre au final de pouvoir réaliser. C'est vrai, ce serait vraiment l'idéal, le summum d'une vie que d'avoir vécu et qu'à un moment, on est touché du bout du doigt ce qui nous passionnait vraiment. Et c'est finalement cela. Et les meilleurs entrepreneurs, ce sont des passionnés. Ce sont des passionnés. Steve Jobs, tout ce que nous voyons autour de nous. Steve Jobs, c'est celui qui a créé Facebook. Oui, c'est plutôt Apple, en fait. Voilà. Okay. Et ça n'a pas été évident au départ. Ça a été difficile. Il y a eu des moments où il a failli raccrocher. Mais il a cru en son projet. Il était passionné de son projet. Et tenez-vous bien, il ne permettait même pas à un commerçant
commercial ou à un marketeur de faire les présentations. Il faisait ses présentations lui-même. C'était une particularité. Parce qu'il sentait sa chose et qu'il voulait véhiculer cette passion-là. Et même après sa mort, aujourd'hui, cette passion est restée ancrée dans le cœur de tous ceux qui travaillent dans cette grosse industrie. Et il continue justement de servir à toutes les personnes qui entrent, tout comme dans les McDonald's, etc. Il y a une certaine philosophie, il y a une certaine passion pour la clientèle, pour la personne, etc. Parce que ce sont des services à la personne. Donc je pense que vraiment, il faut revenir à cela. C'est vrai que ce n'est pas facile, c'est vrai que ce n'est pas évident, mais on a été parfois dans une culture, la culture vraiment du tout de suite et maintenant, on fait comment? C'est difficile. Comment on va faire? On a fait des passions là, c'est trop compliqué. Ça. Maintenant, est-ce qu'on regarde le business plan? Oui. Est-ce que la passion, c'est vrai, mais est-ce que le business plan aussi, c'est-à-dire, on regarde deux activités qui n'ont rien à voir. Il y en a une qui est la passion, dont le business plan n'est pas vraiment reluisant, et puis l'autre, c'est pas la passion, avec un business plan, donc avec des projections claires et scientifiques par rapport à la rentabilité. Vous nous conseillez toujours d'aller vers la passion? Moi, je vous conseillerais toujours d'aller vers la passion parce que le business plan, comme on appelle dans notre jargon, le BP, c'est toujours sur du papier. Okay. Mais ce sont des... C'est des études, c'est des études. Choses... Ce sont des statistiques tout aussi. Ça, c'est bien, Mariam. Mais vous êtes d'accord avec moi? C'est également l'aide des banques. Vous démarrez une activité, vous avez en 2, 3, voire 5 ans avant que l'activité ne démarre en tant que telle. Si ce n'est pas ce que j'appelle les activités qui se créent parce que la clientèle existe déjà. Parce que bon, on se dit, Mariam, écoute, est-ce que tu ne veux pas monter rapidement une société là? Parce que bon, la demande est déjà là, etc. Mais si vous voulez vraiment monter une entreprise, ce que j'aime dire aux jeunes entrepreneurs à qui j'ai l'opportunité de partager l'expérience que nous avons, il y a 10 jours en arrière, on partageait cette expérience à l'université de Cocody avec des entrepreneurs. Je leur disais ceci, si vous avez le choix entre faire quelque chose que vous n'avez pas encore fait et que vous voulez commencer à faire, que vous ne connaissez pas, choisissez ce que vous aimez. Parce que quand ça sera difficile, il n'y a que la passion que vous avez qui va vous maintenir. Il n'y a que la passion que vous avez qui va vous donner l'occasion de repartir, vous asseoir dans le bureau quand il n'y a pas de clients, quand vous ne faites qu'assurer des frais de fonctionnement, des frais fixes et qu'il n'y a pas d'entrée. C'est la passion que vous avez qui va vous maintenir là. Mais si vous n'avez pas de passion, la clé, vous l'avez déjà sous le paillasson et vous êtes déjà parti à la première difficulté. Quand il n'y a pas de passion, Mariam, toute difficulté qui se présente à vous est une occasion de reculer. Mais quand il y a la passion, toute difficulté est une occasion favorable de vous projeter en avant. C'est un challenge en fait. Maintenant, comment identifier la passion? Comment identifier la passion? Première chose, c'est qu'est-ce que tu continuerais de faire même si on ne te payait pas? Ok. Qu'est-ce que tu continuerais de faire même si personne ne te voyait, même si personne ne t'entendait? Qu'est-ce que tu ferais, n'est-ce pas, dès qu'on te réveillait le matin, qu'on te disait « Qu'est-ce que tu as envie de faire ?» Sans réfléchir. Parce que votre passion, elle est à l'intérieur de vous. C'est votre rêve de vie. C'est ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes. Est-ce que tout le monde a une passion? Tout le monde a une passion, mais souvent, on ignore la passion qu'on a. Parfois, la passion qu'on a été refoulée à l'intérieur de nous-mêmes. On retourne encore dans la famille. Un enfant peut être passionné, par exemple, tout ce qui est caméra, etc. Mais si j'ai évolué dans un environnement de scientifique, par exemple, où la norme, c'est d'être le médecin, c'est d'être le technicien, etc. Tu vois que m'intéresser à tout ce qui est dans ce domaine-là, on va me réprimer tout de suite. On va dire, ça, c'est pas un travail qui est bon pour toi. Mais en fait, chacun d'entre nous, d'une façon ou d'une autre, est attiré par quelque chose, aime quelque chose. La question, c'est de savoir, est-ce que il y aurait des personnes qui n'aiment pas faire quelque chose, qui n'aiment pas quelque chose de particulier. Et sans cela, je reviens si la passion, c'est du shopping? Si c'est du shopping. Il y a des femmes qu'on réveillerait à 4h du mat pour dire qu'est-ce que tu as envie de faire. Elle va dire je vais faire les magasins, m'acheter les plus beaux sacs, les plus beaux habits. Non, ça c'est pas de la passion. Ça c'est ce qu'on appelle un hobby. Un hobby c'est différent d'une passion. Ok? Dans la passion, vous apportez quelque chose. Vous communiquez quelque chose. Moi je vois pas ce que vous communiquez exactement si c'est pas de faire flamber votre carte de crédit que d'aller dans un magasin. C'est un style de vie. C'est un style de vie. Il y a beaucoup de femmes qui vont voir ça en disant qu'elle a de la chance. Elle passe sa vie à faire les magasins. Mais Mariam, pendant que vous en parlez, je me souviens des sœurs Kardashian qui ont fait de ce lifestyle, comme on dit en anglais, aujourd'hui, ça produit beaucoup d'argent par derrière. Elles ont réussi à en faire une télé-réalité et leur façon de vivre, etc., leur permet de rapporter beaucoup d'argent. Donc, en regardant dans ce sens-là, peut-être. Et en fait, vous devinez ma pensée parce que je pensais au père.
D'accord. En fait, qui a fait de son apparence physique sa passion, Oui. au point de s'être enfermé toute sa vie dans un genre qui est le genre masculin, et qui du jour au lendemain a décidé de ne plus vivre par rapport aux autres, et puis d'assumer ce qu'il ressent profondément. Il était passionné, et pendant que sa femme n'était pas là, il portait les habits de sa femme, tellement il se sentait quelqu'un d'autre. Et finalement, il a décidé d'assumer au point de faire des transformations physiques, des opérations chirurgicales lourdes, et prendre des hormones pour devenir quelqu'un d'autre. Pour devenir ce qu'il C'est de la devait passion devenir. aussi. C'est de la passion, mais en développement personnel, on parle de deux types de passion. On parle de la passion harmonieuse et la passion obsessive. La passion harmonieuse vous rend meilleur. La passion harmonieuse va vous amener à un meilleur style de vie, à une meilleure manière de vivre. Et la passion obsessionnelle va parfois faire ressortir en vous certains vices, certaines tares qui sont à l'intérieur de vous et qui vont s'exprimer à un moment ou à un autre. Nous ne sommes pas en train de juger, mais pour les téléspectateurs avisés et qui comprennent ce que je suis en train de dire, vous saurez entre la passion harmonieuse et la passion obsessive, quel est donc le cas Dans la vie, de il faut rester cet dans la homme. mesure. Et Par c'est très définition. important. Dès qu'on reste dans la mesure, on limite les chances de se tromper. Exactement. Et ça, c'est valable dans tous les domaines. Ça, C'est je l'ai valable dans remarqué. tous les domaines. Vous Le restez sens- dans la mesure, pas d'excès, c'est bon. Pas d'excès, mais parfois, je pense qu'il faut un peu de folie. Oui, Voilà, il faut un peu de folie dans la vie. Ça met un peu de peps dans la vie. C'est un peu comme la cocotte minute. Parce qu'on bouillonne tellement. Il y a tellement de choses qui nous stressent, qui rendent la vie difficile, qu'il faut parfois aussi, et j'aime à le dire, je peux être en train de faire un métier, c'est pas là qu'on va peut-être faire notre point de chute. Oui, mais le point de chute, je vais vous demander d'attendre juste quelques D'accord. secondes pour le point de chute. Il est 7h30, nous avons le temps d'une courte pause publicitaire et nous revenons pour la conclusion avec M. Jean-François Yomo.